quand on fait une sélection, quand on choisit, en choisissant, on laisse d'autres. Il faut peut-être s'attendre à ce qu'on pourrait considérer comme des frustrations, mais c'est ça aussi la politique. Et ensemble, avec le chef de l'État, nous allons, avec les responsables à la base, prendre les mesures nécessaires, les mesures urgentes, pour véritablement, si davantage il y avait des frustrations, qu'on puisse trouver des solutions. Voilà, en discutant avec les partenaires, les responsables. Parce que c'est la bataille de la communication. Il faut qu'on insiste et qu'on discute avec les responsables à la base, les militants et les sympathisants, les jeunes, la COJER notamment, les femmes, véritablement, pour leur dire, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible, et voilà les perspectives de demain pour que véritablement celui ou celle qui n'est pas choisi, ensemble, que nous puissions construire notre parti, le massifier véritablement pour les jours à venir. Je note quand même un paradoxe, pour ne pas dire une contradiction. Au moment où on dit que la législature est faible, que le député ne fait rien, n'a pas de pouvoir ou ne fait pas le travail, mais au même moment, on a une floraison de listes. Chacun veut être député. Il y en a 45 ou 49 listes. Mais pourquoi cet engouement? Mais c'est parce que le travail parlementaire est un travail noble, est un travail important. Maintenant, moi je pense que quelque part, celui qui sera investi et qui sera élu député du peuple, comme on vient de le dire, a des missions importantes à faire. Et sous ce rapport, je suis d'accord que le député, quand même, doit être à la station d'écoute des préoccupations des populations. Pour relayer auprès du gouvernement ce qui peut être fait pour donner satisfaction aux populations à la base en matière d'éducation, en matière de santé, d'hydraulique, de pistes rurales, etc. Ça, c'est très important. Deuxièmement, également, quand on vient à l'hémicycle, le député a des obligations de faire des propositions de loi. Là où ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas toujours marcher, il y a toujours quelque part des choses à améliorer, faire des propositions, poser des questions au chef du gouvernement, assumer ses missions de contrôle de l'exécutif. À cet égard, le rôle du député est très, très important. Nous fondons beaucoup d'espoir sur la prochaine législature. Parce que le chef de l'État a besoin quand même quelque part d'hommes et de femmes qui lui indiquent sur le plan de la législature la voie à suivre, les propositions à faire, lui aussi, avec son gouvernement, dans le cadre d'une orientation générale, tracer les balises pour qu'ensemble, le pays puisse être construit. L'objectif d'une association de cette nature, c'est d'abord d'écouter les élus locaux, surtout à la croisée de cette réforme de l'acte 3 de la décentralisation, qui a mis en place les communes à l'échelle du pays. Ce qui étaient communautés rurales sont devenues communes. Ce changement de statut pose des problèmes de reconversion, d'adaptation au niveau de certains exécutifs locaux. La mission de l'association, c'est de les écouter. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre de la gouvernance locale, dans le cadre de l'administration, pour les aider à mettre en place les commissions techniques, chaque fois que tu as besoin, à les aider à élaborer des projets et programmes, des projets de développement. Comment nouer des partenariats avec les ONG, comment nouer des partenariats avec les services extérieurs de l'État, les services déconcentrés notamment. Comment également mettre en place un programme de coopération décentralisée. L'association que nous dirigeons a cette mission d'aide, d'appui, conseil. Deuxième mission importante, au regard de cette réforme également, l'association des départements comme l'association des maires, d'ailleurs et de l'IAL, doit contribuer à la réflexion. L'acte 3 de la décentralisation a mis en place des outils de promotion d'une gouvernance, des outils de promotion économique. Nous devons contribuer à la réflexion dans le cadre d'un dialogue politique. Le troisième point sur lequel je vais m'arrêter pour passer à titre d'illustration, c'est le financement du développement. L'acte 3 est une idée ingénieuse du chef de l'État qui a tracé une bonne vision. Nous, élus locaux, nous avons fondamentalement
pour donner corps à cette vision, mettre en place des projets et programmes de développement pour les femmes, pour les jeunes. C'est une forte doléance des conseils départementaux. Si demain, nous avions une fiscalité propre, nous allons, dans le cadre d'une gouvernance fiscale, mieux améliorer nos ressources, mieux renforcer nos ressources pour évidemment trouver des solutions aux problèmes de population, aux problèmes de développement auxquels les populations sont confrontées. Donc voilà un peu globalement les 3 axes sur lesquels les associations sont en train de travailler. Comment augmenter le financement pour le développement, les questions de formation des élus, et également le statut de l'élu local pour un peu ensemble. C'est pour dire tout simplement que les associations construisent une parole collective, construire une solidarité sur les questions de développement, parce qu'ici et là, peut-être, nous n'avons pas les mêmes niveaux d'appréhension des problèmes, et nous devons construire la solidarité ensemble pour vaincre ce développement sur lequel, évidemment, nous sommes attendus. Des efforts doivent être faits en matière de gouvernance budgétaire. Mais je m'empresse de rappeler, parce que j'ai vu un article récemment dans un journal où on disait que, bon, voilà, que le président, le bureau du président, ou en tout cas le cabinet du président, et le secrétaire général consomment 82% du budget de fonctionnement. Je dois préciser que c'est un abus de langage. Le budget de fonctionnement doit servir au fonctionnement du service. Le conseil départemental n'a que 2 services, fondamentalement. Le cabinet du président et le secrétaire général. C'est dans le cabinet du président que vous voyez les questions de fonctionnement, les indemnités du président, les indemnités de session des autres, et entre autres activités qui sont inscrites. Vous regardez également le budget du secrétariat général. C'est là où est inscrit tous les fonds relativement aux compétences transférées, à l'éducation nationale par exemple, à la santé, à la jeunesse, au sport, au paiement du personnel dans le cadre du Code du travail, le fonctionnement du sujet de façon globale. Mais ça, dire que les 82% sont consommés par le cabinet du président ou bien par le secrétaire général, mais c'est pour ça. C'est différent du budget d'investissement qui doit aller au programme d'investissement. Construction des salles de classe, appui au projet des femmes et des jeunes, relever les plateaux techniques des postes de santé, des hôpitaux, construire des stades, des murs de clôture dans les établissements. C'est ça à quoi doit servir le programme d'investissement. Et c'est ce qui s'est fait. Quand on parle de territorialisation des politiques publiques, son opérationnalisation, c'est les actions sur le terrain, les projets et programmes initiés par les communes, initiés par les conseils départementaux. Je vous ai dit tout à l'heure les projets que Kaffrine a mis en place. Je peux ajouter aujourd'hui que nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires stratégiques sur un corridor que nous devons faire pour sécuriser le département de Kaffrine en installant à partir de Nibi jusqu'à Nganda, en passant par Boulel, Kayi, Kachot, Djamagadio, Meddoussalam 2, Djokul, mettre des parcs à vaccination tous les 15 km, alternés par des abreuvoirs tous les 15 km, parce que nous estimons que nous sommes un département de passage dans le cadre de la transhumance pastorale. Nous devons accueillir ces bétails qui passent par notre département, mais aussi promouvoir l'élevage, l'agriculture, parce que le département de Kaffrine, par essence, est un département éminemment agricole, éminemment pastoral. Donc nous allons prendre les dispositions pour lutter contre les effets du changement climatique, à mettre ces outils de promotion de l'eau potable pour les bétails, et en arrière-plan, évidemment, faire du maraîchage, faire de l'horticulture, parce que aussi, ne l'oublions pas, il y a quelque part des poches très importantes dans la zone de Ngodiba, dans la zone de Kayi,
où véritablement beaucoup de femmes s'adossent au maraîchage, s'adossent à l'horticulture. Je rêve d'élus locaux renforcés, très puissants, au sens noble du terme, responsabilisés, je veux dire, territorialement responsables. Cela signifie que la collectivité locale, le maire ou le président du département, doit être l'interlocuteur privilégié de tout programme ou projet de développement à la base. Parce qu'ils sont dépositaires de mandats politiques, ils sont les représentants des populations, ils ont été élus pour ça. Le meilleur répondant des populations, c'est le maire ou le président du département. C'est lui qui est censé légitimement parler auprès des populations et parler pour les populations, mais c'est le président du département, c'est le maire. Je rêve d'un président fort, d'un maire fort, suffisamment responsabilisé, menant à bien les programmes de développement, évidemment sur la base d'une orientation du chef de l'État. Parce que n'oublions pas, il faut une articulation intelligente entre notre planification locale et la planification nationale. Ce va-et-vient doit être harmonisé de façon synergique pour qu'il n'y ait pas un fossé entre les orientations nationales et les orientations locales que nous tentons de mettre en œuvre dans le cadre de nos différents projets et programmes que nous élaborons, que nous mettons en place. C'est très, très important.